L'Europe change à une vitesse fulgurante. Des idées architecturales autrefois jugées irréalisables deviennent réalité à un rythme sans précédent. Des tunnels sous-marins qui battent tous les records, aux méga-projets ouvrant la voie à des découvertes scientifiques révolutionnaires, en passant par des tunnels imaginés depuis des siècles et des méga-projets défensifs reliant plusieurs pays. Voici quelques-unes des plus grandes réalisations de l'Europe. Restez avec nous pour découvrir de plus près les plus grands méga-projets en construction dans chaque pays d'Europe. Commençons en Norvège, avec l'un des endroits les plus importants de la planète. En 2004, un typhon a frappé les Philippines et inondé la Banque nationale de semences à Manille. Des milliers de variétés de riz irremplaçables, des graines collectées pendant des décennies dans des villages agricoles isolés, chacune adaptée à des conditions locales spécifiques, ont été détruites du jour au lendemain. Les Philippines ont perdu une diversité génétique qui avait nécessité des générations pour se développer et il n'existait aucune sauvegarde. Une fois que ces graines ont pourri dans les eaux de l'inondation, elles ont disparu pour toujours. Au fil des années, la menace de telles catastrophes n'a fait qu'augmenter. Les guerres, de l'Europe au Moyen-Orient, ainsi que l'augmentation des catastrophes naturelles, ont rendu les banques de semences vulnérables partout dans le monde. Les cultures deviennent moins diversifiées alors même que les menaces pesant sur la production alimentaire se multiplient. Alors que les menaces augmentent, la Norvège travaille sur une solution. À environ 1300 km du pôle Nord, dans les montagnes enneigées du nord de la Norvège, elle a construit une réserve de semences si isolée et si sécurisée qu'elle pourrait survivre à pratiquement n'importe quelle catastrophe, peut-être même à une guerre nucléaire. Le Svalbard, où se trouve la réserve de l'Apocalypse, est l'un des lieux habités les plus isolés de la planète. Il n'y a rien d'autre que de la glace, des montagnes et des ours polaires. Cet isolement est précisément le but recherché. Le Svalbard ne connaît aucune activité tectonique, les tremblements de terre n'y ont pas lieu. Il se trouve loin de toute zone de conflit, et aucune armée ne va envahir un archipel arctique pour attaquer une réserve de semences. Le pergélisol maintient le sol gelé en permanence toute l'année, fournissant une réfrigération naturelle, même si tous les équipements tombent en panne. Et le Svalbard est un territoire norvégien soumis à un traité international garantissant l'accès, ce qui signifie que les pays peuvent y déposer leurs semences sans craindre que des problèmes politiques empêchent leur récupération. Le gouvernement norvégien a entièrement financé la construction, réalisant l'installation entre 2006 et 2008. La réserve est essentiellement un tunnel en béton armé, creusé sur 130 mètres dans le flanc d'une montagne, avec 3 chambres de stockage distinctes capables de contenir 4,5 millions d'échantillons de semences. La construction était relativement simple, car ils ne construisaient pas sur le pergélisol, mais directement dans la roche solide, en utilisant la montagne elle-même comme structure principale. L'entrée de la réserve est un bloc de béton qui dépasse du flanc de la montagne, avec un tunnel étroit menant vers l'obscurité. Ce tunnel descend légèrement à l'intérieur de la montagne, traversant une roche gelée depuis des milliers d'années. Au bout du tunnel, 3 chambres de stockage se séparent, chacune conçue pour maintenir une température de moins 18 degrés Celsius, quelles que soient les conditions extérieures. Même si tous les équipements de réfrigération tombaient complètement en panne, la température intérieure ne dépasserait pas moins 3 degrés Celsius, car la roche environnante est gelée. Les chambres sont construites suffisamment haut pour que, même si toutes les calottes glaciaires fondaient et que le niveau de la mer montait de manière spectaculaire, l'eau n'atteigne pas les zones de stockage des semences. Le tunnel d'entrée monte à mesure qu'il pénètre dans la montagne, de sorte que l'eau ne puisse pas s'y écouler. Il n'y a aucune fenêtre, très peu de systèmes électriques et aucun personnel permanent. Moins il y a d'éléments susceptibles de tomber en panne, plus l'installation durera longtemps. Les semences arrivent emballées dans des sachets spéciaux en aluminium, scellés pour empêcher l'humidité d'entrer. Chaque sachet porte une étiquette indiquant la variété qu'il contient et son origine. Les semences sont stockées dans des boîtes placées sur des étagères dans les chambres de la réserve, organisées par pays et par type de culture. La réserve a officiellement ouvert en février 2008 et les premiers dépôts de semences provenaient de banques génétiques de 21 pays différents. Le gouvernement norvégien a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une installation norvégienne, mais d'un système mondial de sauvegarde simplement construit en Norvège. Les pays conservent la propriété de leurs semences. Si un pays doit retirer des graines parce que sa banque nationale a été détruite, il peut demander l'accès et récupérer ce qu'il a déposé. En 2025, la réserve contient plus de 1,2 million d'échantillons de semences, représentant plus de 6000 espèces végétales provenant de presque tous les pays de la planète. Certains échantillons sont des variétés agricoles encore utilisées commercialement.
D'autres sont d'anciennes variétés qui n'ont pas été cultivées depuis des décennies, mais qui contiennent des caractéristiques génétiques susceptibles de devenir cruciales pour développer à l'avenir des cultures résistantes au changement climatique. La réserve a déjà été utilisée conformément à son objectif initial. En 2015, des chercheurs travaillant en Syrie ont été contraints de fuir la guerre civile et d'abandonner leur banque de semences à Alep, l'une des plus importantes collections au monde de blé et d'orge résistant à la sécheresse. Ils ont demandé des semences au Svalbard afin de reconstituer leur collection au Liban et au Maroc, et la Norvège a libéré les échantillons. C'était la première fois que la réserve de l'Apocalypse était ouverte pour une véritable urgence, prouvant que le concept fonctionnait. En 2017, la réserve a connu sa propre crise. Des températures arctiques exceptionnellement élevées ont provoqué la fonte du pergélisol autour du tunnel d'entrée, et de l'eau s'est infiltrée dans la partie extérieure du tunnel. L'eau n'a pas atteint les chambres de stockage, les semences n'ont jamais été menacées, mais cela a révélé une vulnérabilité que personne n'avait anticipée. Le changement climatique affectait même le Svalbard, et le pergélisol permanent sur lequel il comptait n'était peut-être pas si permanent. La Norvège a dépensé plusieurs millions de dollars pour ajouter des systèmes d'étanchéité et de drainage dans le tunnel d'entrée et installer de meilleurs systèmes de surveillance. La réserve de l'Apocalypse est une assurance garantissant que, même si certains pays perdent leur patrimoine agricole, la diversité génétique puisse être récupérée. Les graines elles-mêmes, conservées à moins 18 degrés Celsius dans des conteneurs scellés, devraient rester viables pendant des centaines d'années. Certains types de semences dureront encore plus longtemps. Des graines de blé et d'orge ont germé avec succès après avoir été congelées pendant plus de 1000 ans sur des sites archéologiques. La réserve n'a rien de glamour. Elle ne repose sur aucune technologie avancée, et la plupart des gens oublient qu'elle existe. Mais à 1300 km du pôle Nord, à l'intérieur d'une montagne gelée, des millions de graines attendent dans l'obscurité, préservant des milliers d'années de développement agricole contre toutes les catastrophes que l'avenir pourrait apporter. En parlant d'assurer l'avenir, la France et l'Italie construisent l'un des projets d'infrastructure les plus longs de l'histoire européenne moderne. La France et l'Italie parlent de construire ici un tunnel ferroviaire sous les Alpes depuis les années 1990. La ligne ferroviaire existante à travers les montagnes, construite dans les années 1800, franchit le col à haute altitude et peut à peine gérer le trafic moderne. Les trains de marchandises montent péniblement à 30 km/h, et les fortes pentes limitent la quantité de fret qu'ils peuvent transporter. La ligne est si lente et inefficace que la majeure partie des marchandises est transportée par camion, encombrant les autoroutes et rejetant des gaz d'échappement dans les vallées alpines. La solution sur laquelle tout le monde s'est accordé était un tunnel de base, un long tunnel plat creusé à travers la partie inférieure des montagnes, plutôt que de passer par-dessus. Cela permettrait aux trains de passagers à grande vitesse et aux trains de fret lourds de traverser les Alpes rapidement et efficacement. Le problème était qu'un tel tunnel coûterait extrêmement cher et nécessiterait des décennies de travaux. Les deux pays ont continué à l'étudier, à en discuter et à ne rien faire concrètement. En 2001, la France et l'Italie ont finalement signé un traité les engageant à construire le tunnel de base Lyon-Turin. Le projet prévoyait un tunnel de 57 km, l'un des plus longs au monde, reliant les deux pays à travers la roche solide sous les Alpes. Les trains de passagers circuleraient à 220 km/h, réduisant le trajet Lyon-Turin à environ 2 heures. Les trains de marchandises pourraient circuler efficacement sans les variations d'altitude qui ralentissent actuellement tout. L'Union européenne a accepté de financer 40% du coût, considérant le tunnel comme essentiel pour relier le sud et le nord de l'Europe. Le coût estimé en 2001 était d'environ 8 milliards de dollars. Ce chiffre a depuis triplé pour dépasser 26 milliards de dollars et la construction n'est toujours pas terminée. Le tunnel est devenu l'un des projets d'infrastructure les plus coûteux et les plus controversés d'Europe, retardé à plusieurs reprises par des problèmes techniques, des manifestations environnementales et des gouvernements italiens qui se demandaient régulièrement s'ils souhaitaient continuer à le financer. Le forage a commencé en 2002, avec des tunnels exploratoires destinés à étudier les conditions rocheuses. Ce qu'ils ont découvert était pire que tout ce qui avait été prévu. Les Alpes ne sont pas une chaîne de montagnes uniforme. Le tracé du tunnel traverse des zones de granit, de schiste, de calcaire et de roches brisées mélangées selon des schémas imprévisibles. Certaines sections sont stables et permettent un forage rapide, tandis que d'autres sont des cauchemars fracturés qui menacent constamment de s'effondrer. Les tunneliers rencontrent régulièrement des aquifères souterrains et des couches rocheuses chargées d'eau qui inondent les zones de travail. Dans certaines sections,
des milliers de litres par minute se déversent dans le tunnel, nécessitant d'immenses opérations de pompage simplement pour maintenir les chantiers suffisamment secs pour fonctionner. Une section composée d'une roche particulièrement mauvaise a nécessité 3 années pour creuser seulement 800 mètres, car les ouvriers devaient constamment arrêter le forage afin d'injecter du béton dans la roche fracturée devant eux pour empêcher son effondrement. Le projet a également rencontré une opposition féroce en Italie. Les manifestants affirment que le tunnel endommagera les écosystèmes alpins, que les travaux ont déjà contaminé les eaux souterraines et que le projet n'est pas nécessaire car les lignes ferroviaires existantes pourraient être modernisées pour bien moins cher. Les manifestations sont parfois devenues violentes, avec des affrontements entre les protestataires et la police, ainsi que des sabotages d'équipements de construction. Lorsque le mouvement 5 étoiles, parti populiste, est arrivé au pouvoir en 2018, il a menacé d'annuler entièrement le projet, le qualifiant de gaspillage d'argent profitant principalement à la France. L'Italie a finalement accepté de poursuivre le projet, mais l'incertitude politique a retardé les travaux pendant des années. Alors que le côté italien a été chaotique, le côté français a progressé de manière relativement fluide. Le forage se poursuit selon le calendrier prévu et de grandes sections du tunnel sont achevées. Les deux côtés sont censés se rejoindre au milieu de la montagne. Mais au rythme actuel, les équipes françaises termineront leur section plusieurs années avant les Italiens. Les calendriers actuels prévoient un achèvement vers 2032, même si cette date a été repoussée à plusieurs reprises et le sera probablement encore. La date optimiste de 2020, annoncée en 2001, paraît aujourd'hui presque absurde. Le tunnel est en construction depuis plus de 20 ans et il reste encore une décennie de travaux. Lorsqu'il ouvrira enfin, le tunnel Lyon-Turin transformera la manière dont les marchandises traversent les Alpes. Les camions qui encombrent actuellement les autoroutes de montagne pourraient être remplacés par des trains, réduisant les embouteillages et la pollution de l'air dans les vallées alpines. Les trains de passagers feront de Lyon-Turin un trajet confortable à grande vitesse au lieu d'une traversée lente des montagnes. Le tunnel comblera une lacune essentielle dans le réseau ferroviaire de l'Union européenne, permettant un transport efficace des marchandises depuis la Méditerranée jusqu'au nord de l'Europe. Pour l'instant, les tunneliers français et italiens continuent de creuser l'un vers l'autre à travers les Alpes, se rapprochant du jour où ils finiront par se rejoindre et où le tunnel sera achevé. Mais savoir si cela valait 26 milliards de dollars et plus de 30 années de construction reste une question dont les deux pays débattent encore. Le coût final dépassera probablement 30 milliards de dollars au moment de l'achèvement, plus de 3 fois l'estimation initiale, ce qui en fera l'un des tunnels ferroviaires les plus chers jamais construits par kilomètre. Alors que l'avenir de ce tunnel reste incertain, il peut peut-être s'inspirer de l'un des méga-projets les plus frustrants, mais aussi les plus réussis de l'histoire européenne. Pendant des siècles, les 33 km d'eau séparant l'Angleterre de la France ont défini l'identité et la politique britannique. La Manche a fait de la Grande-Bretagne une île, l'a protégée des invasions et a façonné la manière dont les Britanniques se percevaient comme séparés de l'Europe continentale. Mais cette même étendue d'eau était également coûteuse et peu pratique. Chaque personne et chaque tonne de marchandises traversant entre la Grande-Bretagne et la France devait prendre un ferry ou un avion, ajoutant du temps et des coûts à chaque trajet. Napoléon a proposé de construire un tunnel sous la Manche en 1802, suggérant que des voitures tirées par des chevaux pourraient voyager sous terre entre les deux pays. Le concept est réapparu à plusieurs reprises au cours des 2 siècles suivants. Les ingénieurs ont élaboré des plans, les responsables politiques ont débattu des questions de sécurité et rien n'a jamais été construit. La mentalité insulaire de la Grande-Bretagne et le désir de la France d'une intégration européenne plus étroite entraient constamment en conflit chaque fois que l'idée du tunnel réapparaissait. Dans les années 1980, le calcul a changé. La Grande-Bretagne et la France étaient toutes deux membres de la communauté européenne, les échanges commerciaux entre elles avaient énormément augmenté et les services de ferry traversant la Manche fonctionnaient à pleine capacité. Les camions attendaient pendant des heures pour embarquer sur les ferrys à Douvres et à Calais. Les passagers subissaient des traversées difficiles par mauvais temps et les tempêtes annulaient régulièrement tous les services. L'argument économique en faveur d'une liaison fixe devenait impossible à ignorer, même pour les responsables politiques britanniques instinctivement opposés à tout ce qui rendait la Grande-Bretagne moins insulaire. En 1986, Margaret Thatcher et François Mitterrand ont signé un traité engageant les deux pays à construire un tunnel ferroviaire sous la Manche. Le projet devait être financé par le secteur privé,
avec un coût initial estimé à 5 milliards de dollars et un achèvement prévu pour 1993. Ces chiffres se révéleraient plus tard ridiculement optimistes. La conception prévoyait 3 tunnels parallèles, 2 pour les trains circulant dans des directions opposées et un tunnel de service plus petit entre les deux pour la maintenance et l'évacuation d'urgence. Les tunnels passeraient à 50 mètres sous le fond marin à leur point le plus profond, creusés dans une couche de craie marneuse, suffisamment stable pour permettre le forage, mais suffisamment imperméable pour empêcher l'eau de pénétrer. Des tunneliers partiraient des deux côtés et se rejoindraient au milieu. Un plan exigeant une navigation extrêmement précise, car un décalage de seulement quelques mètres aurait empêché les tunnels de se connecter correctement. La construction a commencé en 1987 avec d'immenses tunneliers commençant à creuser depuis les côtés britanniques et français. Ces machines mesuraient 200 mètres de long, pesaient plus de 1000 tonnes et découpaient la roche grâce à des têtes rotatives équipées de disques de coupe. Derrière chaque machine, les ouvriers installaient des segments de revêtement en béton pour soutenir le tunnel et empêcher son effondrement. Les machines pouvaient progresser d'environ 10 à 15 mètres par jour lorsque les conditions étaient bonnes, mais les conditions étaient rarement bonnes. La craie marneuse qu'ils traversaient s'est révélée moins uniforme que ne l'indiquaient les études géologiques. Certaines sections correspondaient exactement aux prévisions, stables et relativement faciles à percer. D'autres sections étaient saturées d'eau et fracturées, avec des cours d'eau souterrains forçant l'eau à pénétrer dans le tunnel plus rapidement que les pompes ne pouvaient l'évacuer. Dans les pires sections, les ouvriers devaient arrêter le tunnelier et injecter du coulis dans la roche en avant afin de sceller les fractures avant de pouvoir reprendre les travaux en toute sécurité. Chaque retard ajoutait des semaines au calendrier et des millions de dollars au coût. Le côté britannique a rencontré une géologie particulièrement difficile. Le tunnelier rencontrait constamment des poches d'eau et de la roche instable qui forçaient la construction à ralentir considérablement. Le côté français progressait plus facilement grâce à une géologie plus stable, ce qui signifiait que les équipes françaises ont terminé leur section plusieurs mois avant les Britanniques. En décembre 1990, la jonction a eu lieu. Les tunneliers britanniques et français se sont rencontrés approximativement au milieu de la Manche, alignés à quelques centimètres près de l'endroit prévu. Les ouvriers ont percé la dernière section de roche séparant les deux côtés, et pour la première fois dans l'histoire, il existait une liaison physique entre la Grande-Bretagne et la France. La jonction a été célébrée comme un triomphe de l'ingénierie, même si le projet avait déjà plusieurs années de retard et dépassait le budget de plusieurs milliards. L'achèvement des tunnels a nécessité 3 années supplémentaires. Le forage était terminé, mais les tunnels avaient encore besoin de voies ferrées, de systèmes électriques, d'équipements de ventilation, de systèmes de sécurité et de terminaux des deux côtés où les trains pourraient charger et décharger. Chaque composant devait fonctionner parfaitement, car un tunnel situé à 50 mètres sous l'eau ne permet pas des réparations faciles après son ouverture. Le tunnel sous la Manche a finalement ouvert en mai 1994 avec 1 an de retard et un dépassement massif du budget. Le coût final a atteint 10 milliards de dollars, soit presque le double de l'estimation initiale. Les premiers résultats financiers ont été désastreux, avec un nombre de passagers inférieur aux prévisions. Mais le tunnel a continué de fonctionner et progressivement, le trafic a augmenté. L'Eurostar, au départ de la Grande-Bretagne, est devenu le moyen dominant de voyager entre Londres et Paris, prenant des parts de marché aux compagnies aériennes sur cette liaison. Le shuttle, au départ de la France, s'est révélé populaire auprès des vacanciers et des chauffeurs routiers qui appréciaient les gains de temps et la fiabilité par rapport au ferry. Dans les années 2000, le tunnel générait de véritables bénéfices d'exploitation, même s'il faudrait des décennies pour rembourser la dette de construction. Le tunnel sous la Manche fonctionne maintenant depuis 30 ans et environ 20 millions de passagers ainsi que 1,6 million de camions l'empruntent chaque année. Il a fondamentalement changé la manière dont les personnes et les marchandises circulent entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale, même s'il n'a jamais produit l'impact économique transformateur prédit par les optimistes. Aujourd'hui, le tunnel sous la Manche constitue une réalisation d'ingénierie qui a véritablement changé les transports européens. Le rêve de Napoléon d'une liaison entre la Grande-Bretagne et la France s'est finalement réalisé 200 ans plus tard, même si les coûts ont été bien plus élevés que tout ce que l'on aurait pu imaginer en 1802. D'une merveille d'ingénierie sous terre, nous passons à un autre immense méga-projet qui s'est révélé être une grande réussite scientifique. Dans les années 1960, des physiciens ont développé une théorie expliquant le fonctionnement de l'univers à son niveau le plus fondamental. Comment les particules interagissent, pourquoi certaines ont une masse alors que d'autres n'en ont pas, et quelles forces maintiennent la matière ensemble.
Le modèle standard, comme il est devenu connu, était mathématiquement élégant et prédisait l'existence de particules qui n'avaient jamais été observées. Il n'y avait qu'un seul problème. Prouver tout cela exigeait de faire entrer en collision des particules à des niveaux d'énergie qu'aucune machine sur Terre ne pouvait atteindre. Les accélérateurs de particules devenaient plus grands et plus puissants depuis des décennies, mais dans les années 1980, les physiciens ont compris qu'ils avaient besoin de quelque chose de considérablement plus grand pour tester leur théorie. Ils devaient recréer les conditions qui existaient une fraction de seconde après le Big Bang, lorsque l'univers était suffisamment chaud et énergétique pour que des particules exotiques puissent exister avant de se désintégrer presque instantanément. Construire une machine capable de cela serait l'expérience scientifique la plus coûteuse jamais tentée, et aucun pays ne pouvait la financer seul. Le CERN, le laboratoire européen de physique des particules situé à la frontière franco-suisse, a proposé de construire un accélérateur circulaire de 27 km de circonférence enterré à 100 mètres sous terre. Le grand collisionneur de hadrons accélérerait des protons jusqu'à 99,9999% de la vitesse de la lumière, puis les ferait entrer en collision avec suffisamment d'énergie pour potentiellement créer des particules qui n'avaient pas existé depuis les premiers instants de l'univers. La cible principale était le boson de Higgs, une particule théorique qui donne supposément leur masse aux autres particules. Sans le Higgs, le modèle standard ne fonctionne pas. Mais personne n'en avait jamais observé, car il n'existe que pendant de minuscules fractions de secondes avant de se désintégrer. Le projet a été approuvé en 1994 avec un coût estimé à 2 milliards de dollars et une date d'achèvement prévue pour 2005. Ces chiffres se révéleraient extrêmement optimistes. Construire le LHC nécessitait de résoudre des problèmes d'ingénierie jamais rencontrés auparavant. L'accélérateur utiliserait plus de 1600 aimants supraconducteurs pour courber le faisceau de particules autour de l'anneau de 27 km. Ces aimants devaient être refroidis à moins 271 degrés Celsius à l'aide d'hélium liquide, plus froid que l'espace, tout en fonctionnant à seulement quelques mètres de collision de particules, générant des températures plus élevées que le cœur du Soleil. Gérer cette différence de température sans que les aimants se déchirent représentait un défi que personne n'avait complètement résolu. La construction a commencé en 1998 par le creusement d'un tunnel circulaire de 27 km de circonférence traversant la frontière franco-suisse. Le tunnel n'était pas construit à partir de zéro. Le CERN a réutilisé un tunnel provenant d'un accélérateur plus ancien et plus petit. Mais le tunnel devait être élargi et renforcé pour accueillir les immenses aimants et les équipements de soutien. Le forage à travers la roche sous la campagne franco-suisse a pris des années, les ouvriers devant contourner des rivières souterraines et des failles géologiques qui n'apparaissaient sur aucune étude. La fabrication des aimants est devenue un cauchemar. Chaque aimant supraconducteur pesait 35 tonnes et devait être construit avec des tolérances mesurées en micromètres malgré une longueur de 15 mètres. Les bobines supraconductrices à l'intérieur devaient être enroulées avec précision, sinon elles ne produiraient pas des champs magnétiques uniformes. Les premières tentatives de fabrication ont échoué au contrôle de qualité et le CERN a dû travailler avec les entreprises contractantes pour repenser les procédés de fabrication. Chaque aimant nécessitait plusieurs mois de construction et le CERN en avait besoin de plus de 1600. Le système de refroidissement nécessitait une ingénierie à une échelle jamais tentée auparavant. Le LHC utilise 120 tonnes d'hélium liquide pour refroidir les aimants à leur température de fonctionnement. Le système de distribution d'hélium devait fournir le liquide de refroidissement à des aimants, répartis autour d'un anneau de 27 km tout en maintenant des températures précises. Toute zone chaude pouvait faire perdre aux aimants leur supraconductivité, ce qui serait catastrophique. Le CERN a construit ce qui est en réalité le plus grand réfrigérateur du monde, avec des systèmes de refroidissement redondants et des équipements de surveillance dans tout le tunnel. En 2005, le projet avait plusieurs années de retard et dépassait le budget de plusieurs milliards. Le coût final atteindrait 4,75 milliards de dollars, plus du double des estimations initiales, et l'achèvement continuait d'être repoussé. Le CERN faisait face au scepticisme des gouvernements finançant le projet, qui se demandaient si la physique des particules justifiait une telle dépense. Certains physiciens affirmaient que le LHC absorbait des financements qui auraient pu soutenir des dizaines d'expériences plus petites. Mais le CERN insistait sur le fait que répondre aux questions fondamentales concernant le fonctionnement de l'univers exigeait un investissement de cette ampleur. Le LHC a finalement été mis sous tension pour la première fois en septembre 2008 au milieu d'une attention médiatique massive.
Les médias décrivaient avec enthousiasme comment les physiciens allaient observer les premiers instants après le Big Bang et potentiellement découvrir de nouvelles dimensions de la réalité. En 2012, le LHC avait atteint son objectif principal, découvrir le boson de Higgs. Les physiciens, analysant les données de collision, ont observé des preuves claires d'une particule présentant des propriétés correspondant aux prédictions formulées 50 ans plus tôt. La découverte a confirmé un élément fondamental du modèle standard et a valu le prix Nobel aux théoriciens qui avaient prédit le Higgs dans les années 1960. Depuis, le LHC mène des expériences en continu, faisant entrer en collision des milliards de protons et analysant les débris à la recherche de signes d'une nouvelle physique. Les physiciens recherchent des preuves de matière noire, explorent l'existence de dimensions supplémentaires et testent si le modèle standard cesse de fonctionner à des niveaux d'énergie élevés. Le CERN prévoit maintenant des améliorations afin d'augmenter la puissance du LHC et de le faire fonctionner pendant plusieurs décennies supplémentaires. La mise à niveau du LHC à haute luminosité multipliera par 10 le taux de collision, générant davantage de données afin de rechercher des particules rares et des effets subtils. Cette amélioration coûtera plus d'1 milliard de dollars supplémentaires et ne sera pas terminée avant la fin des années 2020. Le LHC représente le sommet de la Big Science, la machine la plus grande, la plus coûteuse et la plus complexe jamais construite pour répondre à des questions sans application pratique immédiate. Il a réussi à découvrir le boson de Higgs, validant 50 années de physique théorique et justifiant l'investissement de 4,75 milliards de dollars. Alors que le LHC continue de travailler pour révéler davantage de secrets de l'univers, nous nous tournons vers un pont record qui est devenu un modèle pour les futurs mégaponts à travers le monde. Dans les années 1990, le trafic des vacanciers se dirigeant vers le sud depuis Paris en direction de la pittoresque côte méditerranéenne convergeait vers la petite ville de Millau, obligeant des milliers de voitures et de camions à descendre du plateau, à avancer lentement dans les rues étroites de Millau, puis à remonter de l'autre côté de la vallée du Tarn. Ce qui aurait dû être un trajet panoramique à travers le sud de la France se transformait en plusieurs heures d'embouteillage dans une ville médiévale qui n'avait jamais été conçue pour accueillir un trafic autoroutier. Le problème venait de la géographie. La vallée du Tarn, près de Millau, descend de près de 300 mètres, ce qui signifie que toute route la traversant devait soit serpenter vers le bas d'un côté puis remonter de l'autre, soit parvenir d'une manière ou d'une autre à franchir toute la vallée en hauteur. En 1987, le président français Jacques Chirac a visité Millau pendant l'un des pires embouteillages et a décidé qu'il fallait agir. Le gouvernement a commandé des études pour un pont en hauteur qui franchirait la vallée du Tarn d'un seul bond, permettant au trafic de contourner entièrement Millau à l'altitude du plateau. Le pont devait mesurer près de 2,5 km de long et atteindre des hauteurs qui en feraient la structure de pont la plus haute du monde. Les ingénieurs français ont proposé une conception à haubans, un tablier routier suspendu par des câbles à de hauts pylônes qui pouvaient théoriquement franchir cette distance, même si personne n'avait encore construit quoi que ce soit d'aussi haut. Le gouvernement a organisé un concours international de conception dans les années 1990 et l'architecte britannique Norman Foster l'a remporté avec une proposition de pont à haubans élégant comportant 7 pylônes s'élevant depuis le fond de la vallée. Le pylône le plus haut atteindrait 343 mètres, plus haut que la tour Eiffel, et le tablier routier se situerait à 270 mètres au-dessus de la rivière, à son point le plus élevé. La conception donnait l'impression que le pont flottait, plutôt que de forcer son passage à travers la vallée. La construction a commencé en 2001 avec un budget de 400 millions d'euros et un calendrier ambitieux de 3 ans. Le premier défi consistait à construire les fondations des 7 pylônes, dont certaines devaient être enfoncées profondément dans les pentes de la vallée où le sol était instable. Les ouvriers ont foré des pieux jusqu'à 15 mètres de profondeur dans le calcaire et le schiste, puis ont coulé du béton afin de créer des bases stables, capables de supporter les charges énormes que les pylônes allaient porter. Chaque fondation a nécessité plusieurs mois de travail. Les pylônes se sont élevés par sections, construits en béton avec un renforcement en acier. À mesure que chaque pylône gagnait en hauteur, le vent devenait un problème de plus en plus sérieux. À plus de 300 mètres, les vitesses du vent peuvent dépasser 150 km/h, suffisamment pour renverser des grues et des équipements de construction. Le tablier routier a été assemblé par sections sur les rives nord et sud, puis poussé au-dessus de la vallée à l'aide de vérins hydrauliques. C'était la partie la plus éprouvante de la construction, car les sections du tablier pesaient des milliers de tonnes et devaient rester parfaitement équilibrées à mesure qu'elles s'avançaient dans le vide. Les ouvriers poussaient lentement le tablier vers l'avant, quelques mètres à la fois, en vérifiant constamment l'alignement afin de s'assurer que les sections venant des deux côtés se rejoindraient correctement au milieu.
En décembre 2004, les deux sections du tablier se sont rejointes au milieu, alignées à quelques centimètres près de la position prévue. Les haubans, les câbles en acier reliant les pylônes pour soutenir le tablier, ont été installés et tendus avec précision afin de répartir la charge. Chaque câble devait être ajusté individuellement car une tension inégale pouvait déformer le tablier ou surcharger certains pylônes. Régler correctement les 154 câbles a nécessité plusieurs mois d'ajustement. Le pont a été ouvert à la circulation en décembre 2004, exactement dans les délais et presque exactement dans le budget prévu. Le coût de 400 millions d'euros est resté remarquablement proche des estimations initiales, chose inhabituelle pour un projet aussi ambitieux. Le viaduc de Millau est immédiatement devenu une attraction touristique à part entière, les conducteurs payant le péage simplement pour vivre l'expérience de traverser la vallée à une hauteur vertigineuse. Les vues sont spectaculaires, l'ingénierie est visible et impressionnante, et le pont possède une élégance qui le fait davantage ressembler à une œuvre d'art qu'à une infrastructure. Pour Millau, l'impact a été immédiat et spectaculaire. Le trafic estival qui traversait autrefois lentement la ville l'a contourné désormais entièrement au niveau du plateau. Les embouteillages ont disparu du jour au lendemain. Les habitants ont retrouvé leur ville et les touristes qui évitaient auparavant cet itinéraire ont recommencé à l'emprunter, car le pont avait éliminé le goulet d'étranglement. Le viaduc fonctionne maintenant depuis 20 ans sans problème majeur. La conception comprend des systèmes de surveillance sophistiqués qui suivent en permanence la vitesse du vent, les mouvements du tablier et la tension des câbles. Les équipes de maintenance inspectent régulièrement chaque élément et jusqu'à présent, la structure s'est comportée exactement comme les ingénieurs l'avaient prévu. Les câbles et le tablier oscillent sous l'effet des vents forts. Ils sont conçus pour bouger plutôt que pour résister de manière rigide. Mais les mouvements restent dans des limites sûres. Le pont génère environ 25 à 30 millions d'euros de recettes de péage par an, ce qui signifie qu'il s'est rentabilisé en 20 années d'exploitation. Les conducteurs paient entre 12 et 15 euros selon la saison, ce qui peut sembler cher pour simplement traverser une vallée, mais la plupart paient volontiers, car l'alternative est l'ancienne route passant par Millau, plus lente et beaucoup moins spectaculaire. Le viaduc de Millau a prouvé que des ponts extrêmement hauts pouvaient être construits rapidement et dans le respect du budget lorsque l'ingénierie était soigneusement planifiée et que les conditions de construction étaient favorables. Il reste l'un des rares méga-projets ayant réellement livré ce qui avait été promis, au moment promis et pour le coût estimé. Au cours des 2 dernières décennies, des ponts plus hauts ont été construits en Chine lorsqu'on mesure la distance entre le tablier et le fond de la vallée. Mais aucun ne possède d'éléments structurels s'élevant plus haut dans le ciel que le pylône le plus élevé de Millau. Avec ses 343 mètres, le viaduc de Millau reste le pont le plus haut du monde lorsqu'il est mesuré de la base jusqu'au sommet des pylônes. Alors que le viaduc de Millau représente une référence en matière de connectivité, d'autres méga-projets d'infrastructures beaucoup plus coûteux peinent à rester à flot à travers l'Europe. La demande aérienne en Pologne a augmenté rapidement depuis son adhésion à l'Union européenne. Le nombre de passagers a doublé entre 2010 et 2019. Mais le principal aéroport manque d'espace. Pendant ce temps, la Pologne ne dispose d'aucun réseau ferroviaire à grande vitesse, obligeant toute personne voyageant entre les grandes villes polonaises à conduire ou à prendre des trains lents circulant sur des voies datant de l'époque soviétique. La géographie rend la situation encore pire qu'elle n'en a l'air. La Pologne s'étend sur 700 km d'est en ouest, et les déplacements entre ces grandes villes prennent plusieurs heures de plus qu'ils ne le devraient. Varsovie-Cracovie représente 290 km, mais le trajet prend plus de 4 heures en train. Varsovie-Gdańsk couvre 340 km et prend 5 heures. Les infrastructures polonaises reflètent encore des décennies de sous-investissement de l'époque communiste, et l'absence de connexion moderne nuit à l'intégration économique entre les régions. En 2017, le gouvernement polonais du parti Droit et Justice a proposé de résoudre simultanément les 2 problèmes avec un projet d'une ambition audacieuse. Le CPK, Centralny Port Komunikacyjny, ou Port Central de Communication, serait un immense nouvel aéroport construit à partir de zéro, entre Varsovie et Łódź, conçu pour accueillir 45 millions de passagers par an, avec une capacité d'extension jusqu'à 100 millions. Autour de cet aéroport, la Pologne construirait 1800 km de nouvelles voies à grande vitesse reliant le CPK à toutes les grandes villes, avec des trains circulant entre 250 et 300 km/h. Cela réduirait Varsovie-Cracovie à 100 minutes, Varsovie-Gdańsk à 2 heures et créerait des liaisons vers Berlin, Prague et Vilnius.
L'aéroport et le hub ferroviaire transformeraient ensemble la Pologne, qui passerait d'un pays périphérique aux infrastructures insuffisantes à un nœud majeur des transports en Europe centrale. L'estimation initiale du coût en 2017 était d'environ 30 milliards d'euros pour l'ensemble du projet. Cependant, à mesure que la planification avançait et que les coûts réels devenaient plus clairs, les estimations continuaient d'augmenter. En 2020, le chiffre avait atteint 35 milliards d'euros, puis 40 milliards, et certains analystes ont suggéré que le coût réel pourrait dépasser 50 milliards une fois tous les éléments pris en compte. Trouver un emplacement pour l'aéroport est devenu une saga à part entière. Le gouvernement a sélectionné un site près du village de Baranów, à environ 40 km à l'ouest de Varsovie, dans une zone actuellement occupée par des terres agricoles. Les agriculteurs ont été informés qu'ils seraient indemnisés pour la perte de leurs terres, mais beaucoup ne voulaient vendre à aucun prix. Le site de l'aéroport nécessite l'acquisition de 3000 hectares et le gouvernement devrait déplacer des villages entiers. L'opposition locale s'est intensifiée lorsque les habitants ont compris que leur communauté serait détruite pour construire un aéroport au milieu de nulle part. Le projet est devenu extrêmement politique. Le gouvernement Droit et Justice a présenté le CPK comme sa réalisation phare en matière d'infrastructures, la preuve que la Pologne pouvait voir grand et construire des infrastructures modernes sans aide étrangère. Les partis d'opposition l'ont qualifié de projet de prestige qui gaspillerait des milliards dans un aéroport dont personne n'avait besoin alors que les infrastructures existantes se dégradaient. Chaque élection s'est transformée en référendum sur le CPK, le gouvernement promettant de le construire et l'opposition promettant de l'annuler. La construction devait commencer en 2023, avec une ouverture de l'aéroport en 2027 et des lignes ferroviaires achevées progressivement tout au long des années 2030. Ces dates n'ont jamais été réalistes et en 2023, aucun chantier n'avait commencé. Le gouvernement continuait d'acquérir des terrains, de mener des batailles juridiques contre les propriétaires et de réaliser des études environnementales. Le calendrier a glissé jusqu'en 2032 au plus tôt pour l'ouverture de l'aéroport, les lignes ferroviaires devant suivre plusieurs années plus tard. En 2023, la coalition d'opposition polonaise a remporté les élections et a immédiatement annoncé qu'elle réexaminait le CPK afin de déterminer si le projet devait continuer. Le nouveau gouvernement a proposé de réduire considérablement son ampleur, peut-être construire un aéroport plus petit et moins de lignes ferroviaires plutôt que de poursuivre toute la vision ambitieuse. Cela a créé le chaos, car des contrats avaient été signés, des terrains acquis et des milliards dépensés en planification. Une annulation complète gaspillerait l'argent déjà investi, mais poursuivre le projet semblait engager la Pologne à dépenser des dizaines de milliards dans un projet que le nouveau gouvernement n'avait jamais soutenu. En 2025, le CPK se trouve dans une situation de blocage. Le site de l'aéroport reste vide, tandis que les batailles juridiques concernant l'acquisition des terrains se poursuivent. La planification du réseau ferroviaire à grande vitesse continue, mais aucun chantier n'a commencé. Le gouvernement affirme régulièrement qu'il annoncera bientôt une décision finale, mais cette décision continue d'être repoussée. La Pologne a dépensé des milliards en planification, en acquisition de terrains et en travaux préparatoires, sans rien construire, créant une situation où l'argent est gaspillé, que le projet soit poursuivi ou annulé. Question fondamentale reste sans réponse. La Pologne a-t-elle besoin du CPK ? Les partisans affirment que des infrastructures modernes sont essentielles à la croissance économique et que la Pologne doit être ambitieuse. Les critiques soulignent que les aéroports existants pourraient être agrandis à moindre coût et que le pays a des besoins d'infrastructures plus urgents qu'un aéroport hub au milieu de nulle part. Le projet est devenu un test permettant de savoir si la Pologne peut exécuter avec succès un méga projet d'infrastructure ou si son ambition s'effondrera sous le poids de l'opposition politique, des contraintes financières et des difficultés de mise en œuvre que personne n'avait anticipées pendant la phase de planification optimiste. Depuis la Pologne, nous nous dirigeons vers le Royaume-Uni, où un autre projet ferroviaire provoque un chaos similaire et reste bloqué depuis des décennies. La Grande-Bretagne possède un problème géographique qui façonne son économie depuis des générations. Les villes industrielles du nord sont mal reliées à Londres et au sud prospèrent. Manchester, Leeds, Sheffield et Birmingham ont bâti la richesse industrielle britannique au XIXe siècle, mais à mesure que l'économie s'est tournée vers les services et la finance, ces villes du nord ont pris du retard tandis que Londres prospérait.
La fracture nord-sud est devenue l'une des caractéristiques déterminantes de la Grande-Bretagne. Londres prospère tandis que les villes du Nord luttent contre le chômage, des infrastructures vieillissantes et une population qui continue de diminuer à mesure que les jeunes partent vers le sud à la recherche d'opportunités. La ligne ferroviaire reliant le nord de l'Angleterre à Londres a été construite à l'époque victorienne et n'a pas fondamentalement changé depuis. Les trains entre Manchester et Londres partagent les voies avec les services de banlieue, les trains de marchandises et les services régionaux plus lents, créant un chaos congestionné où rien ne circule efficacement. La West Coast Main Line fonctionne à sa capacité maximale et, au début des années 2000, tout le monde s'accordait à dire que la Grande-Bretagne avait besoin de meilleures liaisons ferroviaires entre le nord et le sud, mais personne n'arrivait à se mettre d'accord sur la manière de les fournir. L'absence de connexion ferroviaire moderne entre le nord et le sud était devenue à la fois une honte nationale et un frein économique, la congestion coûtant des milliards chaque année, tandis que les entreprises peinaient à déplacer efficacement les personnes et les marchandises. En 2009, le gouvernement travailliste a officiellement proposé High Speed 2, une nouvelle ligne ferroviaire reliant Londres à Birmingham, puis se divisant en forme de Y vers Manchester et Leeds. Cela donnerait enfin au nord de l'Angleterre la liaison rapide et fiable avec la capitale, susceptible d'aider à relancer les économies en difficulté. Les trains circuleraient à 330 km/h, réduisant Birmingham-Londres à 49 minutes, Manchester-Londres à un peu plus d'une heure et Leeds-Londres à des durées similaires. Les entreprises du Nord auraient un véritable accès au marché et aux aéroports londoniens. Le coût était estimé à 33 milliards de livres sterling, avec l'ouverture de la première section prévue en 2026. Cependant, les problèmes ont commencé immédiatement avec le choix du tracé. Le chemin le plus direct de Londres vers Birmingham part vers le nord-ouest à travers les Chiltern Hills, une zone classée pour sa beauté naturelle qui abrite de riches villages de banlieue et des forêts protégées. Les habitants ont explosé de colère lorsqu'ils ont vu le tracé proposé traverser leur campagne. La ligne passait à travers des domaines historiques et près de dizaines de villages où les habitants avaient des préoccupations légitimes concernant le bruit, la dévalorisation des propriétés et des années de chaos liés aux travaux. Chaque modification proposée pour satisfaire un groupe d'opposants créait de nouveaux opposants ailleurs. Le processus de planification est devenu un cauchemar de demandes contradictoires où satisfaire quelqu'un signifiait en mettre un autre en colère. En 2013, lorsque le Parlement a finalement approuvé le projet, le coût estimé avait grimpé à 50 milliards de livres sterling. Les retards liés au conflit de planification et aux modifications du tracé avaient repoussé le calendrier de plusieurs années. La construction ne commençait pas en 2017 comme initialement prévu et la date d'ouverture de la phase 1 vers Birmingham avait glissé de 2026 à 2033, tandis que la phase 2 jusqu'à Manchester et Leeds ne serait pas achevée avant les années 2040 au plus tôt. Puis est arrivé le cauchemar de l'acquisition des terrains. HS2 nécessitait l'achat de milliers de propriétés le long du tracé, mais les propriétaires ont contesté les évaluations, exigé davantage d'argent et bloqué les ventes pendant des années avec des recours juridiques. Certains ont refusé de vendre à n'importe quel prix, nécessitant des ordres d'expropriation forcés qui ont traîné devant les tribunaux. Chaque retard ajoutait des millions au coût à mesure que les prix de l'immobilier augmentaient et que le calendrier des travaux prenait encore plus de retard. La construction a finalement commencé en 2020 avec les travaux préliminaires. Presque immédiatement, les coûts ont dépassé les pires estimations. Le tracé nécessitait d'importants tunnels à travers les Chilterns afin de minimiser l'impact en surface et de satisfaire l'opposition locale. Mais le creusement des tunnels s'est révélé beaucoup plus coûteux que prévu. Les sections londoniennes nécessitaient la démolition de bâtiments et la construction d'immenses gares souterraines dans l'un des marchés immobiliers les plus chers au monde. Les découvertes archéologiques interrompaient constamment les travaux, les équipes mettant au jour des ruines romaines, des villages médiévaux et des objets historiques nécessitant des mois de fouilles. En 2020, l'estimation officielle du coût avait atteint 106 milliards de livres sterling, plus de 3 fois le chiffre initial. La date d'ouverture de la phase 1 avait glissé jusqu'en 2033. Et personne ne croyait que même cette date était réalisable. Les sections vers Manchester et Leeds semblaient de plus en plus inabordables, et les responsables politiques ont commencé à suggérer discrètement que relier Londres à Birmingham était peut-être suffisant, et que les villes du Nord n'avaient peut-être finalement pas vraiment besoin d'un train à grande vitesse. En 2023, le gouvernement conservateur a fait l'annonce que le nord de l'Angleterre redoutait.
La phase 2 vers Manchester était entièrement annulée. L'extension vers Leeds avait déjà été annulée auparavant. La ligne ferroviaire qui devait enfin donner aux villes du Nord de véritables connexions avec Londres et entre elles s'arrêterait désormais à Birmingham, une ville techniquement située dans les Midlands et qui ne résout pas du tout la fracture nord-sud. La réaction dans le nord de l'Angleterre a été un mélange de colère et de résignation. Les dirigeants de Manchester ont parlé de trahison. Les responsables politiques de Leeds ont rappelé qu'on leur promettait depuis des années des infrastructures transformatrices et qu'ils n'avaient finalement rien obtenu. Birmingham s'est retrouvé face à la réalité gênante de devenir le terminus d'une ligne ferroviaire extrêmement coûteuse, ne menant nulle part de particulièrement utile. En 2025, la construction se poursuit sur la phase 1 entre Londres et Birmingham. Mais même ce projet réduit rencontre d'énormes problèmes. L'estimation du coût continue d'augmenter. Les chiffres actuels évoquent 66 milliards de livres sterling uniquement pour la phase 1, et ce montant augmentera presque certainement encore. La date d'ouverture a glissé jusqu'en 2033 au plus tôt, peut-être plus tard à mesure que les retards s'accumulent. Des sections du tracé à travers les Chilterns ont plusieurs années de retard, car le creusement des tunnels se révèle plus lent et plus complexe que prévu. Le projet est devenu politiquement toxique. Aucun grand parti ne veut le défendre, mais l'annuler entièrement signifierait effacer les dizaines de milliards déjà dépensés et admettre que la Grande-Bretagne a gaspillé une décennie et d'énormes sommes d'argent dans une ligne qui n'ouvrira jamais. La construction continue donc dans un état de zombie. Elle avance parce qu'un arrêt serait encore plus embarrassant que la poursuite, mais sans le soutien politique ni le financement adéquat nécessaire pour l'achever correctement. De vastes sections du tracé ressemblent à des zones sinistrées. Les chantiers s'étendent sur des kilomètres avec d'immenses travaux de terrassement, des bâtiments démolis et des équipements restant inutilisés pendant les périodes de manque de financement. Des centaines de maisons ont été détruites, des forêts anciennes ont été défrichées et des entreprises ont été ruinées par des années de perturbations liées aux travaux. Tout cela pour une ligne ferroviaire qui pourrait ne jamais ouvrir. L'estimation actuelle est de 66 milliards de livres sterling pour la seule phase 1. Mais personne ne croit que ce chiffre tiendra. Chaque année apporte de nouvelles augmentations de coûts à mesure que les travaux révèlent des problèmes imprévus. L'inflation ajoute plusieurs milliards supplémentaires, tandis que le calendrier s'étend jusque dans les années 2030. La facture finale pourrait facilement dépasser 100 milliards de livres sterling pour une ligne qui s'arrête à Birmingham. La Grande-Bretagne a lancé HS2 dans le but de construire une infrastructure qui réduirait enfin la fracture nord-sud et donnerait aux villes du Nord en difficulté les connexions dont elles avaient besoin pour être compétitives économiquement. Ce qu'elle construit réellement est un monument à l'échec. Mauvaise planification, financement insuffisant, ingérence politique et opposition du Sud se combinant pour créer une catastrophe coûteuse sans calendrier définitif d'achèvement. Alors que la Grande-Bretagne voit un désastre de planification se dérouler, l'Allemagne est sur le point d'achever une ligne ferroviaire modernisée qui a traversé controverses, manifestations et les tristement célèbres obstacles bureaucratiques allemands. La gare centrale de Stuttgart a été construite en 1928 comme une gare terminus où les trains arrivent, s'arrêtent et doivent repartir en sens inverse pour quitter la gare. Si cette conception avait du sens en 1928, elle est devenue avec le temps un processus chronophage qui a créé un goulet d'étranglement pour l'ensemble du réseau ferroviaire du sud de l'Allemagne. Dans les années 1990, les urbanistes de Stuttgart ont examiné cette situation et y ont vu un potentiel gaspillé. Une gare lente et inefficace occupant un terrain valant des milliards tout en limitant la capacité ferroviaire dans l'une des villes les plus importantes d'Allemagne. En 1994, l'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn a proposé une solution radicale. Démolir la majeure partie de la gare existante et la remplacer par une gare souterraine traversante. Les trains entreraient dans Stuttgart, la traverseraient sans devoir s'arrêter ni repartir en sens inverse, puis poursuivraient leur route vers leur destination. La nouvelle gare disposerait de 8 quais souterrains au lieu de 16 quais en surface, car les quais traversants peuvent accueillir davantage de trains que les quais terminus. Les faisceaux ferroviaires et les voies d'accès pourraient être supprimés, libérant d'immenses espaces dans le centre de Stuttgart pour le développement résidentiel et commercial. Le projet a été appelé Stuttgart 21. Une vision d'une infrastructure ferroviaire du XXIe siècle destinée à remplacer la gare du XXe siècle. Le coût initial était estimé à 2,5 milliards d'euros et Deutsche Bahn avait promis que la nouvelle gare ouvrirait en 2010.
Les habitants de Stuttgart se sont vus promettre une infrastructure moderne et un développement immobilier précieux qui transformerait leur ville. L'opposition est apparue presque immédiatement. Les défenseurs du patrimoine architectural ne voulaient pas démolir le bâtiment de la gare de 1928 qu'ils considéraient comme un exemple important de l'architecture ferroviaire moderniste. Les groupes écologistes craignaient que la construction ne perturbe des habitats protégés dans les parcs situés près de la gare. À mesure que la planification progressait au cours des années 2000, les estimations de coûts continuaient d'augmenter. En 2009, le chiffre officiel avait atteint 4,5 milliards d'euros, presque le double de l'estimation initiale, alors que la construction n'avait même pas encore commencé. Les critiques ont commandé leur propre analyse, suggérant que le coût réel dépasserait 10 milliards d'euros, un chiffre que Deutsche Bahn a qualifié de ridicule. Les échanges sur les coûts sont devenus de plus en plus amers, chaque camp accusant l'autre de manipulation et de malhonnêteté. La construction a commencé en 2010 et Stuttgart a explosé en manifestations. Des milliers d'habitants ont défilé contre le projet, affirmant qu'il était trop coûteux, inutile et qu'il endommagerait les parcs et les sites historiques. Les manifestations sont devenues violentes lorsque la police a tenté d'évacuer un parc où les travaux commençaient. Des canons à eau et des gaz lacrymogènes ont été utilisés contre les manifestants, notamment des personnes âgées et des enfants. Les images ont choqué l'Allemagne et transformé Stuttgart 21 en une controverse nationale sur le développement des infrastructures, la protection de l'environnement et la question de savoir si les citoyens avaient leur mot à dire sur les projets affectant leur ville. La violence a poussé le gouvernement régional à organiser un référendum en 2011, demandant aux habitants s'ils souhaitaient poursuivre ou annuler le projet. Le résultat a été de 59% en faveur de sa poursuite. La construction a donc repris, mais l'opposition n'a jamais disparu. La construction elle-même a posé davantage de problèmes que prévu. Stuttgart se trouve dans une vallée entourée de collines, et la géologie y est un cauchemar. Le creusement des tunnels exigeait d'adapter constamment les techniques, et les eaux souterraines se sont révélées particulièrement problématiques. Le niveau de l'eau dans les puits autour de la ville a baissé lorsque les chantiers ont été asséchés, provoquant l'affaissement et la fissuration de certains bâtiments. Les tunnels devaient passer sous des bâtiments et des infrastructures existants, sans endommager les constructions ni les sources minérales protégées. Chaque mètre de progression exigeait une prudence extrême, augmentant les délais et les coûts. En 2013, l'estimation officielle du coût avait atteint 6,5 milliards d'euros, et tout le monde savait qu'elle augmenterait encore. Deutsche Bahn insistait sur le fait que le projet ouvrirait malgré tout en 2021, ce qui a donné naissance au nom du projet. Mais cette échéance est passée alors que les travaux étaient loin d'être terminés. La date d'ouverture a été repoussée à 2025, puis à 2027. Et en 2025, la dernière estimation évoque peut-être 2029 si tout se déroule parfaitement à partir de maintenant. Le coût officiel actuel est d'environ 11 milliards d'euros, plus de 4 fois l'estimation initiale, et cela n'inclut pas toutes les infrastructures associées, comme les nouvelles connexions ferroviaires à l'extérieur de Stuttgart. Certains analystes estiment que la facture totale dépassera 12 à 13 milliards d'euros lorsque le dernier élément sera achevé. En 2025, la gare est achevée à environ 80%. Les quais souterrains sont construits, les principales sections de tunnels sont terminées et les travaux se poursuivent sur les systèmes de la gare, les entrées et les derniers détails. Les visiteurs peuvent voir le chantier dans le centre de Stuttgart, où d'immenses excavations ont créé un cratère qui deviendra finalement la nouvelle gare. L'ancien bâtiment de la gare est toujours debout, finalement préservé malgré les projets initiaux de démolition, et sera intégré à la conception finale. Lorsqu'elle ouvrira enfin, Stuttgart disposera d'une gare souterraine traversante qui devrait améliorer la capacité ferroviaire et permettre aux trains de traverser la ville plus efficacement. Les terrains libérés seront transformés en un nouveau quartier urbain comprenant des logements, des bureaux et des parcs représentant des milliards en valeur immobilière. L'Allemagne a construit le projet malgré l'opposition, car l'annuler après avoir dépensé des milliards aurait été encore pire que de continuer. Mais aucune des personnes impliquées ne le considère comme une réussite. Nous nous dirigeons maintenant vers les pays baltes où un méga projet de 10 milliards de dollars prend forme avec des considérations de défense à l'esprit. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie partagent 1300 km de frontière avec la Russie et la Biélorussie. Une frontière qui est restée en grande partie théorique pendant des décennies. Après l'effondrement de l'Union soviétique et l'indépendance des États baltes en 1991, la frontière existait sur les cartes, mais à peine sur le terrain. Il y avait des postes frontières et des points de contrôle douanier,
mais rien qui ressemble à de sérieuses fortifications militaires. Les pays baltes ont rejoint l'OTAN et l'Union européenne. Les frontières sont devenues des points de passage pacifiques pour le commerce et le tourisme, et personne ne pensait vraiment à se défendre contre une invasion. Cela a radicalement changé après 2022, lorsque la dynamique de sécurité régionale a évolué. Les 3 États baltes, l'Estonie avec 1,3 million d'habitants, la Lettonie avec 1,9 million et la Lituanie avec 2,8 millions, se sont soudainement retrouvés confrontés à des menaces qu'ils considéraient comme appartenant au passé. Leurs frontières avec la Russie et la Biélorussie étaient pratiquement sans défense. Les routes les traversaient librement, les forêts offraient des voies d'infiltration faciles, et aucune barrière physique ne permettait de ralentir les mouvements militaires. En janvier 2024, les 3 pays ont annoncé conjointement la ligne de défense baltique, un projet complet de fortification qui transformerait leurs frontières orientales, autrefois ouvertes, en barrières défendues. Le projet coûterait 2,5 milliards d'euros, répartis entre les 3 États, et comprendrait la construction d'obstacles anti-chars, de bunkers, de systèmes de surveillance, de champs de mines et d'infrastructures de soutien le long de l'ensemble des 1300 km de frontières. La construction a commencé immédiatement, avec un achèvement prévu entre 2025 et 2027 selon les sections. La ligne de défense baltique n'est pas un mur continu comme les fortifications historiques. Il s'agit d'un système de défense en profondeur conçu pour ralentir et canaliser toute avancée militaire tout en fournissant des positions défensives aux forces baltes et de l'OTAN. La conception s'inspire des leçons tirées de l'étude des positions défensives en Ukraine, ce qui fonctionne, ce qui échoue et la manière dont la guerre moderne a évolué au-delà des concepts de lignes défensives statiques de la Seconde Guerre mondiale. Les obstacles anti-chars constituent le cœur des barrières physiques. Des dents de dragon, des blocs de béton en forme de pyramide pesant chacun entre 2 et 3 tonnes, sont disposés en rangées décalées sur les itinéraires potentiels des véhicules. Derrière les dents de dragon, des fossés anti-chars de plusieurs mètres de profondeur et de largeur créent des obstacles supplémentaires. Le creusement de ces fossés nécessite l'extraction de centaines de milliers de mètres cubes de terre. Les bunkers en construction sont des positions de combat modernes, et non les immenses complexes fortifiés des époques précédentes. Les modèles habituels sont des structures en béton armé, partiellement enterrées, avec des murs d'une épaisseur de 1 à 2 mètres, capables de résister à des impacts d'artillerie. Chaque bunker offre une protection à 8 à 12 soldats, avec des positions de tir couvrant les voies d'approche et les obstacles. Les positions comprennent un stockage de munitions, des systèmes de survie de base et des postes d'observation blindés. La construction comprend l'excavation, l'installation d'armatures en acier, le coulage du béton et le remblayage avec de la terre pour offrir une protection et un camouflage supplémentaire. L'Estonie fortifie ses 338 km de frontière avec la Russie en concentrant ses ressources sur la section sud-est, près de Pskov, où le terrain favorise les déplacements de véhicules. La frontière nord longe le lac Peipus, une barrière naturelle en été qui devient une autoroute lorsqu'il gèle complètement en hiver. Les ingénieurs estoniens installent des systèmes de surveillance sur le lac et construisent des positions fortifiées au point stratégique où des forces pourraient exploiter les traversées sur la glace. La construction mobilise à la fois des ingénieurs militaires et des entreprises privées travaillant selon des calendriers accélérés. La Lettonie possède la plus longue section de frontière, avec plus de 500 km longeant la Russie et la Biélorussie. Une grande partie traverse des forêts et des marais. Les planificateurs militaires lettons installent des obstacles anti-chars aux passages routiers et aux ponts fluviaux, tout en positionnant des bunkers pour couvrir ces points de passage stratégiques. Les zones marécageuses nécessitent des approches différentes, car les barrières physiques y sont peu pratiques. À la place, la Lettonie déploie des systèmes de surveillance pour détecter les mouvements et positionne des unités de défense mobiles capables de répondre aux tentatives d'infiltration. La frontière de 680 km de la Lituanie avec l'enclave russe de Kaliningrad et la Biélorussie fait l'objet d'une attention particulière en raison du corridor de Suwałki, une bande de 65 km qui constitue la seule liaison terrestre entre les États baltes et le reste de l'OTAN. Les fortifications lituaniennes sont les plus étendues à l'approche de ce corridor, avec plusieurs lignes défensives conçues pour ralentir toute avancée et donner le temps aux renforts de l'OTAN d'arriver. La construction comprend des bunkers espacés de 500 mètres le long des sections critiques, soutenus par des positions d'artillerie et des centres de commandement coordonnant les opérations défensives. Le volet de surveillance comprend des réseaux complets de capteurs le long de toute la frontière.
Des caméras thermiques détectent les mouvements de jour comme de nuit, des systèmes radars suivent les véhicules et les aéronefs volant à basse altitude, et des capteurs sismiques détectent les vibrations des équipements lourds. Les données sont transmises à des centres de commandement où le personnel militaire surveille la frontière en permanence et peut coordonner des réponses rapides aux menaces détectées. L'Estonie déploie également des drones armés capables de surveiller les zones frontalières et de fournir des renseignements en temps réel aux forces défensives. La construction se déroule simultanément dans les 3 pays, avec différents entrepreneurs responsables de différentes sections. Les travaux sont relativement simples: excavation, bétonnage, installation d'acier. Mais l'échelle est immense. Les ouvriers creusent des milliers de positions de combat, coulent des centaines de milliers de mètres cubes de béton et installent des milliers de dents de dragon. Dans les zones boisées, les arbres doivent être abattus pour créer des champs de tir, tout en conservant le camouflage. À proximité des zones habitées, les travaux doivent éviter de perturber la vie civile, tout en créant des positions défensives efficaces. Le financement de la ligne de défense baltique a exigé des augmentations spectaculaires des dépenses militaires. L'Estonie a fait passer ses dépenses de défense de 2% à 3,4% du PIB, soit environ 1,3 milliard d'euros par an pour un pays dont l'économie représente 40 milliards de dollars. La Lettonie est passée à 3,1% du PIB et la Lituanie à 3%, avec l'intention d'atteindre des niveaux encore plus élevés. Ces pourcentages représentent des engagements considérables pour de petites économies, mais les 3 gouvernements ont conclu que les conditions de sécurité régionale exigeaient cet investissement. L'alternative, rester sans défense et espérer que les garanties de l'OTAN suffisent, semblait de plus en plus risquée. L'augmentation des dépenses ne concerne pas uniquement les fortifications. Les 3 pays développent leurs armées, achètent des munitions et des équipements et investissent dans des capacités telles que l'artillerie, les armes anti-chars et la défense aérienne. L'Estonie vise un total de 30 000 soldats, réservistes compris, la Lettonie des effectifs similaires, proportionnellement à sa population, et la Lituanie des forces encore plus importantes en raison de la longueur de sa frontière. D'ici 2027, les États baltes auront transformé leurs frontières orientales, qui étaient essentiellement ouvertes, en lignes défendues comprenant des obstacles physiques, des positions de combat préparées et une surveillance complète. La question de savoir si ces fortifications se révéleront suffisantes si elles sont un jour mises à l'épreuve dépend de facteurs allant au-delà de l'ingénierie. La taille des forces, la qualité des équipements, les délais de réaction des alliances et la volonté politique. Mais les 3 pays qui les construisent considèrent cet investissement comme une assurance nécessaire face à des menaces régionales qui sont passées du stade théorique à une réalité tangible en l'espace de quelques années. Pensez-vous que ces méga-projets ont le potentiel de changer le visage de l'Europe ? Lequel de ces méga-projets aimeriez-vous le plus visiter ? Partagez votre avis dans les commentaires. Saviez-vous que les États-Unis construisent un tout nouvel avion militaire ? N'oubliez pas de découvrir tous ces détails dans notre vidéo sur les plus grands méga-projets en construction aux États-Unis. Continuez à suivre Signum et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.